Bonjour à tous, bonjour à toutes. Entretien, analyse sur Reporter Bénémonde reçoit aujourd'hui Moukaram Badarou, membre du bureau politique du parti politique l'Union progressiste, le Renouveau. Nous ferons le point de la tournée de reddition de comptes. Nous parlerons de la crise Bénin-Niger qui n'a fait que trop perdurer. Nous parlerons de la vie des partis politiques et nous parlerons des valeurs citoyennes et morales. Merci de prendre le rendez-vous. Merci de nous retrouver dans cette nouvelle émission. Monsieur Moukaram Badarou, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Comment allez-vous? C'est bon, ça va. Alors, une tournée de reddition de comptes qui ne finit pas de faire parler d'elle, de la forme au fond. Il y a beaucoup de polémiques. Après 8 ans, Patrice Talon et son gouvernement rendent compte. Si nous partons du principe que cet exercice devrait normalement inciter le gouvernement à une meilleure efficacité, parce que associé bien évidemment à la bonne gouvernance, 8 ans après, est-ce que, Moukaram Badarou, c'est vraiment le moment où cette tournée de reddition de comptes est juste un prétexte pour se garantir des axiomes pour la continuité? Merci, chère madame. Je voudrais saluer ce que vous faites au niveau de Reporter Bénémonde. Merci. Je suis très heureux de satisfaire à votre invitation. Merci. Ce que vous faites ici contribue, participe à la vie démocratique de notre pays et je dirais ça fait du bien à notre pays, ça fait du bien à notre démocratie. C'est bon à savoir, merci. Je vous encourage à continuer. Pour revenir à la question que vous avez posée, la reddition de comptes, vous savez, il faut savoir rendre compte, il faut savoir rendre ce qu'on a pris, il faut savoir répondre à l'aspiration profonde des populations. Et quand on vous confie une mission, il faut être en mesure non seulement de bien l'accomplir, mais aussi de bien avoir la possibilité d'aller rendre compte à celui qui vous a confié la mission. Nous sommes à l'ère non seulement du savoir-faire, mais aussi du fait savoir. Et il est heureux de ce qu'au niveau du gouvernement, que l'initiative a été prise de rendre compte 8 ans après l'exercice. 8 ans après l'exercice, pour venir dire tout ce qui a été fait, et il faut avouer qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, il y avait beaucoup de choses à dire aux populations sur ce qui a été fait, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan des différentes réformes, bref, que ce soit le PAG de 2016 à 2021, du PAG qui est en cours, tous les efforts qui sont faits au gouvernement pour répondre aux différentes préoccupations des populations, pour répondre à leurs conditions de vie, pour la construction de notre pays, pour améliorer l'existant. C'est de tout ça que nous sommes allés parler aux populations à l'occasion de cette opération de reddition de comptes qui a duré 2 semaines, du 25 mai au 8 juin. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que 8 ans après, c'était vraiment le moment? Parce que lorsqu'on fait une reddition de comptes, c'est en principe, politiquement, c'est pour qu'il y ait plus d'efficacité. Lorsque cette reddition de comptes, sous la forme dont elle a été faite, intervient 8 ans après, 8 ans après, alors que nous sommes pratiquement en fin de mandat, est-ce que la démarche, c'était juste pour un système d'information ou une responsabilité du gouvernement à faire mieux, ou un prétexte pour aller vers la communauté et leur dire nous avons tout bien fait et vous gagnerez à voter pour nous afin qu'on se garantisse la continuité? Un prétexte, non, mais ce qui est sûr, c'est l'ensemble de tout ce que vous avez dit. J'ai plus ou moins répondu à votre question en disant que après qu'on vous ait confié une mission, que vous l'accomplissez bien, il faut être en mesure d'aller dire un peu aux populations, sous la forme ou sous le format qui a été fait. C'est peut-être ça qui est inédit, sinon à plusieurs occasions déjà avant, que ce soit à partir de ce que le chef de l'État lui-même a fait avant les élections de 2021, où les différentes descentes parfois des membres du gouvernement sur le terrain permettaient d'aller voir les populations. C'est le format ici qui a changé, à savoir mobiliser l'ensemble des membres du gouvernement, accompagner des députés au niveau des différentes circonscriptions électorales et quelques personnalités politiques et parcourir les 12 départements de notre pays, parcourir les 77 communes et au même moment. C'est ça qui est inédit ici, c'est ça qui est différent de ce qui se faisait, à savoir, pendant les 2 semaines, on était à la tâche, les 77 communes étaient parcourues,
et les acteurs politiques majeurs de notre pays étaient accompagner les membres du gouvernement. Et ceci va se faire en deux phases, comme je le disais, à savoir que maintenant que c'est fini avec les phases communales, où les membres du gouvernement, les députés, les personnalités politiques, les partis politiques soutenant l'action du gouvernement, à savoir le Rassemblement national, Moël Bénin, Bloc républicain, le Renouveau et d'autres structures qui accompagnent l'action du gouvernement, vont se mettre à la tâche maintenant pour descendre dans les arrondissements, dans les villages, dans les quartiers de ville, afin de pouvoir aller dire aux populations que le programme qu'ils ont voté, que ce soit en 2016, en 2021, c'est ça qui s'égrène tout doucement, c'est ça qui s'exécute tout doucement. Et Dieu merci, nous avons de très bons résultats sous la main, à savoir qu'aujourd'hui, nous enseignons, malgré toutes les difficultés qu'il y a au niveau de la sous-région et à l'international, c'est la crise ukraino-russe, Covid qu'on a eu, bref, des difficultés que nous avons au plan international qui sont quand même des facteurs qui impactent forcément les différentes économies. Pour autant, le Bénin, au regard de la rigueur qui se fait, de la restauration de l'État qui est, nous enseignons quand même aujourd'hui 6% de taux de croissance et les chiffres macroéconomiques du pays sont ouverts. Il faut pouvoir aller dire tout ça aux populations. Il faut aller leur dire que les réformes se font pour améliorer l'existant, pour améliorer ce qu'il y a. Il faut aller dire aux populations, il faut aller désintoxiquer parce que sur le terrain, nous avons beaucoup d'autres forces. Donc finalement, cette tournée de reddition de comptes était plus un exercice d'information. Ce n'était pas un exercice d'écouter également les communautés sur les attentes qui n'ont pas été comblées. C'est exactement ça, à savoir non seulement aller porter l'information aux populations, parce qu'au niveau de ces séances-là, moi j'ai participé à cette tournée, notamment au niveau de Lomé. Nous avons parcouru les 9 communes sous le leadership de Madame le ministre Adidatou Matisse. C'est en 2 ou 3 phases, à savoir tout ce que nous avions fait, tout ce que le gouvernement a fait, mais aussi maintenant ceux qui ont été impactés ont fait savoir plus ou moins l'impact qu'ils ont eu, et aussi maintenant prendre les préoccupations, les conseils, la volonté des populations afin d'être en mesure d'ajuster le tir au niveau du gouvernement. Et donc, quel type de... Oui, allez-y. À ce niveau, vous avez les populations, les gens qui ont dit leur satisfaction par endroit, leur préoccupation à d'autres niveaux, l'écoute de ces populations, afin d'être en mesure d'ajuster des tirs par endroit pour pouvoir toujours mieux servir les populations. Vous avez eu en face de vous, M. Moukaram Badarou, quel type de communauté, quel type de population? Est-ce que ce sont des communautés, vos militants, ou des communautés de monsieur, madame, tout le monde, qui vous ont dit dans la réalité des faits à quel point elles ou ils n'ont pas été impactés par tout le travail qui a été fait. Parce que vous avez beau dire, je crois monsieur Diawénou le disait, le président d'ailleurs de votre parti disait que c'est un gouvernement social, mais on ne sait pas à quel point votre gouvernement, sinon le gouvernement de monsieur Patrice Talon, est un gouvernement social. Donc qui est-ce que vous avez écouté? Vos militants, vos sympathisants, vos partisans, ou des communautés qui traduisent la réalité de monsieur et de madame tout le monde? Déjà, cette opération n'était pas de meeting politique, et donc ça ne pouvait pas être à tout vent, tout le monde, mais il s'est agi des militants, des responsables au niveau du parti du Rassemblement national, de Moël Bénin, du Bloc républicain, de l'Union progressiste, le Renouveau, mais aussi des personnalités de la société civile. Vous avez eu des rois, vous avez eu des sages, des gens de certains niveaux qui viennent écouter ce que le gouvernement fait et qui posent aussi le problème de ce que les citoyens, ce que les populations à la base ont comme préoccupation, et ils les ont signifiés aux membres du gouvernement qui ont pris rigoureusement note, et des rapports de tout ce qui a été fait au niveau des 77 communes devront être faits, pour ne pas dire c'est fait, et avec ça au niveau du gouvernement, toutes ces préoccupations-là seront prises en compte pour pouvoir ajuster des tirs afin de corriger parfois là où il y a à redire.
Ceux que vous avez nommés là, vous êtes sûr qu'ils vous diront la vérité de ce qui est véritablement aujourd'hui le Bénin socialement? Et si oui, à qui, puisqu'on a ouï dire que des per diem ont été donnés aux communautés, à qui sont ceux qui ont reçu ces communautés? Si c'était vraiment une tournée de reddition de comptes pour en faveur des communautés et non de vos partisans, pourquoi les intéresser avec des per diem? Non, c'est à vous qui m'informez qu'il y a eu de PDM. Je n'ai pas cette information. Il s'agit, parce que vous le savez, même au niveau des partis politiques, au niveau de l'ensemble du pays, les gens ont besoin de savoir. Il y a un certain nombre de choses qui se font. Je disais tout à l'heure que les gens intoxiquent, les gens parlent du social. Et le social a plusieurs couleurs, a plusieurs dimensions. Et le social qui se fait, vous savez, le développement d'un pays, c'est pas du fast-food, c'est pas du social. Le développement d'un pays, c'est brique par brique. Si dans le pays, au niveau des cantines scolaires, par exemple, en 2016, quand le président Patrice Talon est venu, on en était à 1134 seulement d'écoles qui étaient imparties, et qu'aujourd'hui, nous en sommes arrivés, à l'heure où nous parlons, à 5509, et donc qui atteignent alors 75% des écoles dans notre pays, que plus de 32 milliards ont été mis dans cette opération, c'est du social. Au niveau du pays, plusieurs projets qui sont mis à disposition pour pouvoir aider les couches vulnérables. Je vais parler au niveau de, vous savez, tout au long de 2016 à ce jour, dans le premier quinquennat, par exemple, alors que c'est 500 000 emplois qui étaient prévus avoir, nous en étions arrivés à 800 000. Et depuis 2021, nous sommes à plus de 300 000 emplois déjà créés. Au niveau de la GDZ, au niveau de Glodico, c'est plus de 10 000 emplois qui sont déjà créés. Tous les efforts qui sont faits pour que l'eau potable soit dans des maisons, parce que quand on est à Cotonou ici, qu'on a l'eau potable tous les jours, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Or, l'eau, c'est la vie, comme on dit aujourd'hui. À plus de 75-80%, nos populations sont impactées par l'eau de robinet au niveau de leur maison. Le courant, à un moment donné, on parlait de Echi-Eta, c'est-à-dire on n'avait pas le courant à plein temps, à plein régime. Aujourd'hui, des efforts qui sont faits pour que nous sommes à une certaine indépendance énergétique au niveau de notre pays. Tous ces efforts, il faut aller en parler avec les populations. Il faut aller leur dire. Mais dites-nous, au-delà de ce que vous leur avez dit, oui, qu'est-ce que vous avez récolté de ce qu'elles vous ont dit? Il faut d'abord, je vous dis, plus ou moins déjà ce que nous leur avons dit. Non, ce que vous leur avez dit, on entend, on les entend tout le temps. Le gouvernement, les partis politiques ne manquent pas de s'autosatisfaire du bilan royal de M. Patrice Talon. Donc, ce que vous êtes allez leur dire, on le sait déjà. Mais vous, qu'est-ce que vous avez entendu? Ce qu'on a entendu, par exemple, ceux qui n'ont pas encore reçu, les bonnes dames qui n'ont pas encore reçu de microfinance l'ont signifié et il a été dit que l'effort se fait. Quand je prends ne serait-ce que la commune de Sémécoudi, ils sont plus de 20 000 femmes qui l'ont reçu et il a été signifié que même qu'il n'y a pas que des femmes qui peuvent vouloir chercher à demander le microcrédit, que le microcrédit est destiné pour tous ceux qui en ont besoin. Nous avons entendu aussi que au niveau du social, par rapport au niveau des centres de santé, quelques imperfections qu'il y a, nous avons entendu ça. Et des efforts qui doivent être faits leur a été signifié, puisqu'à différents niveaux, nous avons les directeurs départementaux qui ont accompagné les SIC. Donc, à chaque préoccupation, des réponses leur ont été apportées. Là où les populations attendent d'avoir de l'électricité, ou alors qu'il y a eu des poteaux, mais qu'il n'y a pas eu des ampoules, ça a été dit. Les directeurs départementaux ont répondu à ça. Au niveau de certaines écoles où il y a un certain nombre où les choses sont délabrées et qu'ils estiment qu'il faut en avoir mieux, ça a été dit. Les directeurs départementaux ont signifié ce qui se fait et ce qui doit être fait. Au demeurant, l'exercice a été une opération très positive parce qu'un peu comme vous étiez en train de le dire, les préoccupations, nous, on était heureux de savoir que ceux qu'on avait en face ne se sont pas contentés de nous écouter. Mais ils ont aussi dit un peu ce qu'ils ont sur le cœur, les préoccupations qu'ils ont, qui ont été enregistrées et qui vont être satisfaits. Lorsqu'on sort un peu de ce cadre de tournée de reddition de comptes, au-delà où vous êtes acteur politique, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes au fait du désenchantement des citoyens par rapport à la gouvernance Talon? Et qu'est-ce que vous en dites? Désenchantement, j'entends plusieurs choses, comme beaucoup d'acteurs politiques. Est-ce que vous vous en étonnez?
Oui, du fait de ce que nous avons une idée de d'où nous sommes partis. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce régime, le président de la République, le président Patrice Talon, a été élu sur la base des réformes. Nous sommes partis d'un point où on était en difficulté majeure par rapport à l'État. Et il faut tout faire pour restaurer l'État. On était à un niveau où la corruption courait vraiment les rues. Il fallait tout faire, il faut lutter contre cette corruption qui gangrène un peu l'administration publique, qui gangrène nos faits au quotidien dans le pays. Et les efforts qui ont été entrepris, non seulement pour restaurer l'État, pour restaurer l'autorité de l'État, mais les efforts qui se font aussi, le Sénégal n'est pas aussi exclu aujourd'hui d'entendre dire je ne veux pas des problèmes de talent, il n'est pas exclu aujourd'hui que je ne veux pas des problèmes. Quand vous entendez ça, il faut prendre ça un peu comme de quelque chose de gagné par rapport à ces efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, vous avez nos enfants qui sont à l'école à plein temps. À plein temps, on a fini avec des grèves intempestives, mais cela ne veut pas dire que les préoccupations des travailleurs ne sont pas satisfaites, puisque vous savez, de 2016 à ce jour, de plus de 180 milliards d'RRE qu'on avait par rapport aux fonctionnaires, et plus de 166 milliards ont été payés dedans. Les salaires ont été augmentés de l'ordre de 40 à 50%. Mais en même temps, ces mêmes enseignants réclament beaucoup de choses, surtout depuis peu. On a augmenté le SMIC, c'est passé de 40 000 à 52 000. On a augmenté de plus de 25% de la pension des retraités. Chaque 2 ans, l'indice réel doit être respecté. Le contact est maintenu entre le ministère de la fonction publique, c'est-à-dire entre le gouvernement et les travailleurs. Et les élections professionnelles se déroulent. Ça faisait longtemps que c'était en rade. Et au cours de ces élections, ça permet de savoir les centrales syndicales qui ont pion sur rue au niveau de l'administration de manière générale. Que les gens demandent beaucoup plus, c'est normal, c'est humain. Le mot économicus est du style à toujours à en avoir beaucoup plus. Maintenant, c'est de savoir aussi que des efforts qui sont faits pour satisfaire tant soit peu ces préoccupations. Et chaque jour que Dieu fait, qu'on constate que le gouvernement fait des efforts. Je ne veux pas parler des infrastructures routières. Je ne veux pas parler des infrastructures au niveau sanitaire. Vous êtes au courant de ce qui se fait à Calavi par rapport à l'hôpital. Parce qu'à un moment donné dans le pays, l'hôpital était un problème. À un moment donné dans le pays, l'école est un problème. Aujourd'hui, qu'on soit en train de satisfaire à la question fondamentale de l'école, c'est une excellente chose. Parce que quand on parle du social, le plus important d'abord est l'éducation. Le plus important est d'abord l'école. Vous savez qu'il y a toujours des écoles qui sont fermées. Vous savez toujours qu'il y a, vous savez qu'il y a des classes qui n'ont pas des enseignants. En disant ce que je dis, je ne dis pas que tout va bien, Madame la Marquise. Je tente seulement de vous dire, à nos compatriotes que du point zéro, du point A à un point B, C, D, où nous sommes aujourd'hui, du point 1 à un point 2 ou 3, les efforts qui se font malgré les difficultés au niveau de la sous-région et à l'international, parce que malgré toutes ces difficultés, au Bénin, l'école se déroule normalement. Malgré la sécurité de nos compatriotes au niveau de nos populations, vous savez ce qu'on vivait ici, à Cotonou, à Porto-Novo, par rapport au braquage intempestif, et aucune économie ne peut se construire dans ces genres de situations. Et aujourd'hui, l'effort qui est fait, et c'est le lieu de saluer tous ces policiers, tous ces militaires qui assurent notre sécurité, qui permettent à ce que nous soyons dans la paix. Et je dis ça, et j'ai une pieuse pensée pour ceux qui ont eu des difficultés au nord récemment, père à leurs âmes respectives. Et bon courage toutes nos condoléances à leurs parents. Donc, c'est vous dire que ce que je vous explique, ce que je dis à nos compatriotes, c'est que le gouvernement travaille avec acharnement. C'est que le gouvernement travaille à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et c'est ça qui explique aujourd'hui les différents centres de santé qui retrouvent un certain assainissement, une certaine amélioration des plateaux. C'est ce qui explique, puisque par rapport aux évacuations, quand je parle de la construction de l'hôpital qui se fait à Calavi, il y a plusieurs évacuations qu'on faisait, qu'on ne fera plus parce que nous avons cet hôpital-là. Cet hôpital que nous avons construit, c'est d'autres pays qui feront des évacuations vers nous. Ça fait que nous bougeons d'un pas à l'autre. Au niveau de la satisfaction, quand je parle de l'augmentation des salaires, quand je parle de
de l'amélioration des conditions de travail. Quand je parle des infrastructures routières qui sont faites, qui permettent de joindre un bout à l'autre un peu plus facilement au niveau de nos quartiers, au niveau de nos villages. Et ça, il n'y a pas une seule commune du pays qui soit impactée. Toutes nos communes sont impactées. Tous les départements sont impactés. Et quand on sait que nous sommes dans un pays qui n'a pas de ressources minières, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de l'or, et que cela ne se fait que par le background, que cela ne se fait que par la bonne gouvernance, je dois dire au passage que le Bénin est classé par une grande institution au niveau international comme le premier en Afrique qui gère bien les deniers publics. 8e dans le monde. Et jusque-là, on demande le coût de certaines infrastructures qu'on n'a pas, pardon. Non, je pense que si vous vous adressez à des structures qu'il faut, vous aurez les informations. Monsieur Moukaram Badarou, vous aurez les informations qu'il faut. Il suffit de vous adresser. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, les choses ne se passent pas dans la rue, les choses ne se passent pas dans les rues, les choses se passent à des niveaux bien précis. Alors, donc, il suffit de vous adresser à des structures. Nous allons avancer dans les échanges. Les relations entre le Bénin et le Niger, déjà tendues depuis le coup d'État militaire qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum en juillet 2023, se sont détériorées. Et vous dites, Moukaram Badarou, que le Bénin fait des efforts, mais que le Niger ne veut pas suivre. Aujourd'hui, comment est-ce que vous appréciez cette crise qui n'a que trop duré? Non, c'est avec beaucoup de regrets, à la limite, je dirais, de chagrin que je vis ce qui se passe avec nos frères nigériens. Le Bénin et le Niger, c'est pratiquement la même chose, que ce soit au temps du président Maga avec Amani Diori, du président Kérékou avec Séni Kountché. Nous sommes deux peuples frères, nous sommes deux pays frères. Et on ne choisit pas son voisin, on ne choisit pas son frère. Nous sommes nés avec eux, nous sommes ensemble avec eux. Nous avons toujours travaillé ensemble, nous avons toujours vécu ensemble. Il y a beaucoup de Béninois au Niger qui travaillent. Il y a beaucoup de Nigériens ici qui travaillent. Des affaires se font entre les deux pays. Et donc, on peut être très malheureux de savoir que ce qui se passe là et de souhaiter vivement que les choses se règlent très vite. Tout est parti d'une décision de la CEDEAO, une décision légitime. Et le Bénin, comme vous le savez, nous n'avons jamais été un État voyou. Le Bénin, depuis Maga, et même depuis avant nos indépendances, le Bénin essaie de se comporter comme un pays. On a juste été un pays de pagaille, c'est ça? Donc nous sommes un pays, un État sérieux. Nous sommes un État qui respecte ses engagements. Et puisque membre de la CEDEAO, une décision a été prise à la CEDEAO, a été prise au niveau de la CEDEAO, cette décision est appliquée. Et puis après, vous avez bien constaté, une fois que cela semblait perdurer, des efforts qui ont été faits par le gouvernement du Bénin, par le président de la République, qui a fait des aveux, qui a dit un certain nombre de choses, au-delà peut-être de ce qu'on pouvait même attendre de lui pour pouvoir aider à ce que la décision soit reprise, revue au niveau de la CEDEAO. Et dès que la décision a été revue, le Bénin a ouvert ses frontières, les déplacements ont été faits en direction du Niger, si vous voulez, des appels de pied, des déclarations de charme ont été faites en direction du Niger. Le ministre Adambi a fait un déplacement là-bas. Bon, on constate, et c'est malheureux, que à partir des intoxications, à partir d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne vais pas revenir ici, on constate qu'au niveau du Niger, on ne bouge pas beaucoup. Je voudrais en appeler et souhaiter vivement que le président Tiani et les membres du CNSP, les membres de son gouvernement, puissent, parce qu'après la phase 1, dans toute relation, il peut y en avoir la phase 2. Nous sommes deux peuples frères, nous sommes deux pays frères. Je voudrais vraiment souhaiter qu'au niveau du Niger, qu'au niveau du Bénin, que les efforts se conjuguent ensemble et tout rempart, toute personnalité utile, où qu'elle soit, je n'en sais rien du tout, mais que chacun puisse mettre sa contribution. Parce que ce qui est certain, c'est que les Béninois et les Nigériens, on ne pourra pas déplacer les Nigériens de là où ils sont, encore moins les Béninois. On ne pourra pas déplacer. Nous sommes des voisins, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Il y a une sorte d'enchevêtrement. Il y a des Béninois qui ont épousé des Nigériens, il y a des Nigériens qui ont épousé des Béninois. Donc, nous sommes le même peuple si ce n'est pas les frontières. Donc, à partir de cet instant, même quand c'est comme la langue et la bouche et les dents, quand il y a des problèmes, on ne les sépare pas. Donc, ici aussi, des efforts doivent être faits. J'en appelle à cet esprit militaire, à cet esprit patriotique. Et quand je dis esprit patriotique, c'est au-delà souvent de nos pays. Quand on a un esprit patriotique, ce qu'on veut pour son pays, on le veut aussi pour l'autre. Donc, j'en appelle à cet esprit-là au niveau du président
Tiani de croiser l'effort que fait son collègue, le président de la République du Bénin, afin qu'on met à plat s'il y a quelques difficultés, qu'on puisse les voir ensemble et vider, et ça au plus vite, parce que qui sont ceux qui en souffrent? Ce sont nos populations, de par les deux frontières. Alors, par rapport, justement, vous parlez de population, je parle communauté, je parle CEDEAO. Aujourd'hui, est-ce que, lorsque vous prenez un peu de recul, le Bénin qui n'a pas voulu être un État voyou, qui a voulu être l'élève le plus exemplaire de la classe et tout, aujourd'hui, face au Niger, est-ce que le Bénin n'est pas un peu esselé? Est-ce que la CEDEAO n'a pas lâché son meilleur élève? Est-ce que la CEDEAO ne pourrait pas davantage mieux s'impliquer pour qu'on aille, sinon pour qu'on tende vers un dénouement de la crise? Oui, c'est vrai, il y a l'AES. Est-ce que la CEDEAO ne pourrait pas peser un peu plus de son poids pour aider le Bénin à convaincre le Niger de fumer le calumet de la paix? Je le pense intimement, profondément de moi, de toutes mes entrailles, que la CEDEAO doit mieux faire. C'est sûr que peut-être qu'elle ne croise pas les bras, parce que, comme on le dit chez moi, si la mort ne tue que le bienfaiteur, il va arriver un moment où le bienfaiteur va se poser la question s'il faut qu'il continue de faire du bien. Et le Bénin, comme vous le dites, qui s'est comporté comme d'ailleurs le cas tout le temps, ce n'est pas d'une nouveauté. Depuis que moi je vis, notre pays, au niveau de la sous-région et à l'international, on s'est toujours comporté comme l'État qui respecte ses engagements. Et dès que ça dégénère sur une crise après entre les deux pays, je pense pour ma part que la CEDEAO doit mieux faire. J'en appelle à son président en exercice, qui est le président Ahmed Bola Tinubu, de jouer le mieux qu'il le peut, et tout l'ensemble des membres de la CEDEAO, et même l'institution, je veux parler du président de la commission de la CEDEAO, et beaucoup d'autres importantes personnalités qui sont impliquées. J'ai vu le général Gowon, l'ancien président du Nigeria, agir au temps fort de la crise. Il est bon aussi aujourd'hui. Peut-être que des choses se font de manière souterraine dont nous n'avons pas l'information, mais l'impression que les populations ont aujourd'hui, que ce soit les populations au niveau du Bénin, du Niger et au niveau de tout l'espace CEDEAO, c'est que où est la CEDEAO quand il y a cette crise-là maintenant, où le président Tiani et le président du Bénin se retrouvent nez à nez, les deux pays se retrouvent nez à nez, face à face, et on a l'impression que les choses ne sont gérées que par les deux États. Or, il est bon qu'il y ait le tiers qui vient aider au règlement de cette malheureuse crise. Elle est si malheureuse parce que c'est au plan social qu'au plan économique, c'est une crise qui crée, qui dévaste. Et il faut absolument que la CEDEAO joue même à la limite sa crédibilité. Parce que si un problème peut naître d'une de vos décisions, eh bien, il faut que vous impliquez beaucoup plus au règlement de cette crise-là. Auquel cas, prochainement, à partir de vos décisions, les gens peuvent réfléchir plus d'une fois avant d'en appliquer avec beaucoup de rigueur tel que le Bénin l'a fait. Et le Bénin, qui est un pays respectueux de ses engagements, comme je vous l'ai dit, quand la décision est prise, nous l'avons respectée, mais après, quand on a fait le point et pris acte de ce qui est, parce qu'il faut savoir prendre acte de ce qui est. Et moi, je salue le président Talon de l'avoir fait, et au moment opportun. Et dès que c'est fait, c'est lui-même toujours, avec beaucoup d'autres de ses pairs, qui ont aidé à ce que la décision soit revue au niveau de la CEDEAO. Et depuis que la décision est revue, des efforts qui sont faits, il est bon que ceci rencontre aussi, c'est vrai, peut-être qu'au niveau du Niger, ils n'ont pas été contents. Bon, maintenant c'est fait, maintenant il faut qu'on puisse aller de l'avant, parce que comme le dit l'autre, les jours qui sont passés. Seul compte aujourd'hui et demain. Nos populations ne pourront pas leur changer d'espace de vie. Ils sont là à jamais. Et donc, quand il y a des difficultés, il faut bien pouvoir trouver des solutions. Moukaram Badarou, est-ce que cette crise aujourd'hui porte des germes de gros conflits pour la sous-région? Et si oui, j'ai vu des observateurs, autant nigériens que béninois et internationaux, se désoler du fait qu'il n'y ait pas de rempart, de repères nécessaires pour jouer à la médiation et apaiser les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas?
Ça, c'est une observation faite par tout le monde, par moi-même, et j'ai le grand souhait que de fortes personnalités, c'est pas ce qui manque au niveau de la sous-région, c'est pas ce qui manque au niveau de la CEDEAO, eh bien, on ne sait pas. Est-ce que ça se fait de manière souterraine et qu'on n'a pas l'information? Auquel cas, il faut quand même que des remparts puissent se prononcer, puissent jouer complètement leur rôle. Il faut tout faire pour vite arrêter la saignée de cette crise-là, parce que il est clairement établi que nous sommes deux peuples frères, deux pays frères, qui ne peuvent pas vivre une situation dans le temps, dans la durée, comme ce qui se fait là. Et il n'est pas normal qu'à partir d'une décision, qu'il y ait des difficultés, et qu'après, qu'on a l'impression que c'est le gouvernement du Bénin seul qui doit le gérer maintenant avec celui du Niger. Il faut en appeler tout simplement. Non seulement à ces remparts-là, c'est toutes ces personnalités qui peuvent jouer un rôle, qui peuvent jouer une certaine médiation afin qu'on puisse trouver une Au Bénin, solution. même apparemment, on a l'impression qu'on n'a pas ces remparts-là. Parce qu'on a vu M. Patrice Talon jouer carrément solo dans cette crise. Est-ce que c'est un refus d'écouter les autres, ou c'est parce qu'aujourd'hui, ces personnalités qui peuvent être remparts pour nous ont manqué à leur devoir? Il faut dire ceci. Et ça fait un moment que moi je le dis. Ça fait un moment, j'ai même fait certaines courses par rapport à ça. Ce n'est même pas, par exemple, par rapport seulement à l'occasion de la crise du Niger. Notre pays aujourd'hui, des remparts, nous, est-ce que je dirais qu'on n'en a pas? Ou alors ceux qui doivent en servir de lieu ne le sont pas. Comment vous pouvez Donc, dire ça alors qu'on a le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui est toujours là, nous avons les anciens présidents d'institutions, nous avons M. Boniaï qui est toujours là. Comment est-ce que vous pouvez dire que le Bénin n'a pas de rempart? Vous le constatez avec moi. Est-ce que ce n'est pas votre leader qui ne veut pas écouter les autres? Vous savez, moi, j'aime toucher, j'aime constater, j'aime voir. Et comme le dit le général Kérékou, qui veut voir avant de croire, on ne peut pas le condamner. Les remparts, on ne les désigne pas. Les remparts, dans des situations de difficulté, prennent l'initiative eux-mêmes. Les remparts, en cas de difficulté, c'est-à-dire il y a deux personnes, vous êtes quelque part, il y a deux personnes qui sont en difficulté, et plus encore deux pays, deux gouvernements, on ne désigne pas de remparts. Les remparts se retrouvent en situation de rempart. Le rempart se retrouve, c'est-à-dire qu'au regard soit des fonctions occupées, soit des fonctions qu'on occupe, soit au regard de l'âge, soit au regard de la sagesse, on va dire, au regard d'un certain nombre d'éléments, parce que quand on dit rempart, c'est beaucoup de choses qui sont dedans. Ce n'est pas seulement le fait d'anciens présidents de la République, non. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte quand on parle de rempart, c'est-à-dire la capacité à aller au-dessus de la mêlée. La capacité à aller au-dessus de la mêlée. Et il est bon dans un pays d'avoir des gens qui sont en mesure d'aller au-dessus de la mêlée, aller au-dessus de l'opposition, aller au-dessus de la mouvance présidentielle, être en mesure de prendre un certain nombre d'initiatives allant dans le sens qui permettent la conciliation, qui permettent de trouver des solutions à des difficultés. Quand on veut être en rempart, on est moins joueur, on est moins sur le terrain, on est complètement au-dessus. C'est avec un peu, si vous voulez, une sorte de retrait, mais de retrait qualitatif, de retrait positif, même de retrait agissant, dans le sens d'être en mesure. Vous savez, si vous êtes grand frère dans une maison, si vous occupez une certaine place dans une famille, il y a des choses qui vous sont interdites plus ou moins. Il y a des choses qui peuvent vous plaire que vous ne pouvez pas faire du fait de ce que vous êtes dans une prédisposition d'un rôle. Et dans cette prédisposition de ce rôle-là, le moment venu, vous activez en vous-même ce rôle qui vous est dévolu par la nature. Ça sert à quoi si cette valeur que vous avez à mettre au service des autres ne leur profite en rien ou ne les intéresse pas? Vous savez, dans ces genres de fonctions qui sont des fonctions ingrates, c'est la nature, c'est l'histoire qui vous reconnaît après ce que vous avez fait. Ce n'est pas des choses où vous en attendiez, vous avez le retour tout de suite. Parce que c'est, vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes dans une disposition, dans une position où des choses vous plaisent, vous ne pouvez pas faire. C'est des positions ingrates. Être un rempart, c'est d'être dans une disposition plus ou moins ingrate. Parce qu'il y a des choses que vous aurez envie de dire, mais vous ne pouvez pas dire. Parce que quand vous le dites, ça vous enlève plus ou moins un peu
cette disposition. Donc vous vous taisez. Vous avez envie de faire, vous ne pouvez pas faire. Parce que effectivement, vous savez qu'il va arriver un moment, il va arriver une situation où il n'y a que vers vous qu'on peut aller. Est-ce qu'il n'est pas lieu aujourd'hui, Moukaram Badarou, d'inverser un peu le système de valeurs et de rappeler que nous sommes en Afrique et que la sagesse a du mérite et que, oui, même si, enfin, que dans l'autre sens, le geste peut se faire aussi. Est-ce qu'il n'est pas lieu de demander un peu plus de sagesse de la part de nos actuels gouvernants? Ils peuvent aller à l'école de la sagesse. Ils peuvent se tourner vers les aînés et demander conseil. Parce que ce sont des aînés qui, heureusement, ont été aux mêmes fonctions que eux aujourd'hui. C'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. Moi, je peux vous faire une confidence. À un moment donné où moi, je me suis rapproché du général Kéré, alors qu'il n'était plus en fonction, où une préoccupation lui est posée. Il dit, je vais le faire, mais sachez que c'est lui le président de la République. C'est lui qui prend la décision. Moi, j'ai fini. Mais je vais faire ce que vous dites. Et au grand jamais, vous avez vu le général Kékou dans sa position. Et ce que je dis ne concerne pas que des anciens présidents de la République. Même des anciens présidents d'institutions, même des personnalités religieuses. Monseigneur, le cardinal Ganti, et le rôle qu'il jouait à un moment donné dans ce pays est connu. Le rôle, les décisions de la conférence nationale. Je ne pense pas qu'il y a eu des situations de crise aussi fortes que ce que nous avons eu avant la conférence nationale. Et c'était du feu à la conférence nationale. Ce n'était pas une tasse de thé à boire. Mais il a fallu la sagesse de Monseigneur de Souza, dont je pense toujours que l'hommage qui doit être lui être rendu, ne l'est pas toujours comme cela se devrait dans ce pays. Parce que si aujourd'hui on parle de Reporter Monde, quand je vois des micros alliés, mais c'est le fait des décisions de la conférence nationale. Et cette conférence nationale, pour arriver aux solutions, tout ce qui avait été fait par Monseigneur de Souza, c'est connu par des initiés, c'est connu par tous ceux qui connaissent les institutions. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas seulement le fait d'anciens présidents de la République, ce n'est pas seulement le fait d'anciens présidents d'institutions, c'est le fait de personnalités capables d'aller au-dessus de la mêlée, capables de compter avec le pays, de compter avec l'histoire et de prendre d'initiatives dans cette crise-là, que ce soit le président Tiani, que ce soit le président Talon, les deux gouvernements. Je ne vois pas qui peuvent croiser les bras et fermer les yeux sur une initiative positive et catholique, sur une initiative louable, sur une initiative... vous pensez que Tiani ne veut pas qu'il y ait une solution? Que le président Talon ne veut pas qu'il y ait une solution? C'est des présidents de la République. Et donc, mais sauf que, dès qu'il y a une situation de crise, même dans un foyer parfois, je dis parfois, même dans un foyer parfois, ou dans une amitié parfois, souvent c'est le tiers qui aide. Et donc, il faut souhaiter, pas seulement à l'occasion de la crise du Niger, là, et vous avez un rôle en tant qu'homme de presse, femme de presse, il faut que dans notre pays, nous ayons des remparts dans des situations de crise. Vous avez vu ce qui s'est passé ici en 2019, vous avez vu ce qui s'est passé. Parce que nous sommes dans le vivre ensemble, et puis il y avoir des chocs. Quand il y a choc, il faut des gens qui soient capables d'aller au secours. Et ces gens-là doivent se préserver un peu. Ce pas des gens... on ne peut pas être complètement sur le terrain à terre, et un matin se lever pour dire que vous êtes rempart, ce n'est pas possible. Moi, Donc il faut absolument que les Béninois que nous sommes, ce n'est pas une affaire d'âge, je veux le souligner au passage. Ce n'est pas une affaire d'âge, ce n'est pas une affaire de 60 ans, 80, non. C'est une affaire d'une certaine capacité, c'est une affaire d'une certaine qualité morale, d'une qualité sociale et humaine, d'être en mesure d'aller au-dessus de la mêlée, de compter avec les intérêts des peuples. Nous sommes 13 millions de Béninois. Et donc de compter avec les intérêts de ces 13 millions et de prendre d'initiatives. Jouant sur des fibres, jouant sur des relations au Nigeria, des relations à Lomé, des relations en Côte d'Ivoire, au Sénégal et même au Niger, jouant sur des réseaux afin d'aider à ce que ce qui semble diviser, qui n'est pas plus fort que ce qui nous unit. Nous sommes deux pays frères pour trouver des solutions. Et je dis que quand je parle de rempart, je ne parle même pas que de la crise du Niger. Je parle de notre vivre ensemble. Il faut que dans notre pays, nous ayons des personnalités qui peuvent se retrouver en situation de rempart et de savoir alors que quand on veut être rempart,
c'est qu'il y a des choses qui vous sont interdites, plus ou moins. Ce n'est écrit nulle part, mais c'est naturellement fait comme ça. Je souris un peu en oui, coin parce que vous me faites me souvenir rapidement. Au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau, il y a, je crois, un conseil des sages. Aujourd'hui, combien de fois dans votre parti vous avez fait recours à ce conseil des sages? On a l'impression que vous prêchez quelque chose que vous ne faites même pas déjà à votre petit niveau. Nous avons affaire à des joueurs politiques qui préemptent tout et qui oublient même qui foncent tout droit et qui oublient qu'il y a même un conseil des sages pour les aider dans la gouvernance de leur parti politique ou dans la vie au quotidien de leur parti politique. Combien de fois, à ce jour, combien de fois, M. Moukaram Badarou, parce que vous êtes du bureau politique, combien de fois vous avez eu à faire recours à ce conseil des sages? Parce que depuis qu'on en a parlé, depuis qu'on l'a évoqué, on ne les entend plus, on ne les a jamais entendus sur quoi que ce soit. Je vous dirais que Dieu vous pardonne, tout simplement, parce que vous ne savez pas. Ces grands messieurs sont consultés régulièrement. L'Union progressiste Le Renouveau, qui est une grande formation politique. Nous avons 53 députés. Nous avons plus de 45 maires. Nous sommes installés sur toute l'étendue du territoire national. Dans les 46 arrondissements, 546 arrondissements. On peut pas être une formation politique de ce niveau. Vous avez le président Bruno Amoussou, vous avez le président Adrien Ouidji, vous avez le président Kofi Nago, vous avez Koupaki, vous avez un certain nombre de personnalités qui sont là, Idji Kola Wole et j'en passe. Ce n'est pas un garage donc pour les... Absolument pas du tout. Il faut les consulter et ils sont consultés régulièrement et constamment. Et c'est parce que c'est fait que le parti tient. Si ce n'était pas fait, le parti ne peut pas tenir parce que c'est un exercice extrêmement difficile. Le PRD était un parti à part. Le PSD était un parti à part. Le parti Conscience Citoyenne, je vous dirais, est un parti qui était à part, qui était le mien. Et le parti du président Kofi Nago était à part. L'ARB était à part, de Abraham Sissi Doué. Vous pensez que si vous voulez, ces lions-là, je dirais, ces lions, vous pensez que ceux-là peuvent se retrouver ensemble? S'ils ne sont pas consultés, ce n'est pas possible. Parce que s'ils disent non, ça ne bougera plus. Ça, il faut le savoir. S'ils disent non, si le président Ouidji dit non, il y a des choses qui ne bougeront pas, qui ne bougeront plus dans tout ce qu'ils contrôlent. Si le président Moussou le dit, c'est pareil. Donc, ils sont consultés. C'est pour ça que je demandais à Dieu de vous pardonner, parce que certainement, vous n'avez pas l'information. Mais je vous informe là pour dire, ils sont consultés. Et il faut féliciter ces personnalités-là parce que c'est des gens qui auraient pu être là toujours en train de chercher à influer sur ce qui se fait. C'est-à-dire, quand je dis influer, à polluer ou alors à jouer à une certaine... le mot ne me vient pas très facilement. Je ne veux pas parler d'intervenir directement. À manipuler. À manipuler ou à jouer contre ce qui se fait. Il y a une certaine sagesse qui les habite et qui n'est pas donnée à tout le monde. Ça, il faut le savoir. Mais Dieu merci, parce qu'on ne peut pas être président de parti politique depuis 1990, avoir été président de l'Assemblée nationale, avoir été ministre d'État ou Premier ministre et ne pas gagner une certaine sagesse. Parce que même le peu d'âge que moi je commence pas à avoir, il y a des choses que j'apprends de ça. Et eux, ils en ont beaucoup plus. Et je peux vous avouer que c'est grâce à ça que le parti tient, sinon le parti ne tiendra pas. Alors, nous sommes en train de descendre là, et avant de partir, nous entrons sinon sur un boulevard pour 2026. Les partis politiques auront à jouer très grand rôle et la tournée de reddition de comptes initiée par le gouvernement connaîtra déjà d'ailleurs sa phase 2. Beaucoup de choses seront faites. Aujourd'hui, il y a le code électoral qui a été voté qui demande, enfin les acteurs politiques de l'opposition, de la société civile demandent que ce code électoral soit relu. Au regard de tout ça, quelle est la posture qu'il faut avoir en tant que premier grand parti du Bénin pour que 2026 s'amorce dans la paix et dans la sérénité? Il en sera ainsi, Inch'Allah. Inch'Allah. Le travail se fait dans ce sens. Vous savez, la réforme du système partisan a permis à notre pays, si vous voulez, de chercher à mettre fin à la ghettoisation politique, à la clochardisation de la vie politique de notre pays. Il y a des partis politiques en pièces détachées carrément. Aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui tiennent, que ce soit le parti Les Démocrates, c'est un parti installé sur tout le pays.
Vous savez, le bloc républicain, c'est pareil, un peu le renouveau. Et c'est heureux de savoir que vous avez, au niveau de ces formations politiques, alors qui se gardent qui se chargent de former leurs militants, de se former à l'exercice du pouvoir. Je suis sûr, aujourd'hui, n'importe de ces formations politiques que je cite, s'ils prenaient le pouvoir, ils sont en mesure de l'exercer. Ils sont en mesure de former le gouvernement. Ils sont en mesure de désigner des préfets, de désigner des directeurs généraux qu'il faut, bref, de gouverner. C'est des partis institutionnels. C'est des partis d'envergure, des partis qui n'ont rien à envier au PDP ou l'ANC en Afrique du Sud. Donc, pour dire aujourd'hui que le travail, la réforme du système partisan nous a permis d'avoir ces partis politiques qui travaillent. Le code électoral, il est voté. Sa constitutionnalité est vérifiée. Il est promulgué. C'est vrai, il y en a qui le boudent. Ouais, on ne peut pas dénier ça. Le refus de sa relecture aujourd'hui, ne crée pas une situation d'inconfort. Qu'on a voté, qu'on n'a même pas encore expérimenté. C'est ça ce qui gêne. C'est un code voté qui n'est même pas encore expérimenté. L'ancien qui est voté et qui avait envoyé un certain nombre de cris dans le pays, c'est ça qui a permis d'avoir aujourd'hui 28 députés à l'Assemblée nationale. Mais vous n'êtes pas gêné lorsque vous votez un code qui est contesté par presque tous les acteurs politiques et de la mouvance et de la société civile et même ailleurs. Mais contesté par tout. Ah bon? Mais avant qu'on ne le relise, il faut absolument que... Il faut dire au passage qu'à l'Assemblée nationale, la mouvance présidentielle, nous sommes 81 députés. Il n'y en a que pour vous, de toute façon. Il n'y en a que pour vous, de toute façon. Maintenant, il faut dire ceci. Parce que ça ne sert à rien de chanter de mauvais rêves. Ce n'est pas intéressant que de ne voir du mal que partout. Parce que l'ancien code électoral, quand on l'avait voté, c'était aussi ça. Mais ça a permis aujourd'hui d'avoir... Parce qu'il faut qu'on apprenne à se faire confiance aussi un peu dans le pays. Ce code-là a permis aujourd'hui d'avoir 28 députés démocrates à l'Assemblée nationale. Ce code a permis aujourd'hui, ou la réforme que nous avions faite, d'autres réformes aussi, ont permis aujourd'hui à ce que nous ayons beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale, qui est saluée au plan international. Donc, les décisions prises ne sont pas toujours prises parce qu'on veut envoyer des gens dans de ravins, non. Sauf qu'effectivement, vous êtes de tel bord, c'est-à-dire la mouvance présidentielle, tous nous voulons le bien pour le pays, que ce soit des opposants ou la mouvance présidentielle. Mais vous venez avec vos idées, je viens avec les miennes, nous venons avec les nôtres. Les nôtres nous ont conduits à la mise en place. Parce que qu'est-ce qu'on appelle démocratie? La démocratie, ce n'est pas d'incantation. La démocratie, c'est d'apprendre. Quand vous prenez aujourd'hui, quand vous devez avoir le visa au niveau de l'Europe, vous avez le visa Schengen. Mais pour avoir ce Schengen-là, les Français l'ont voté à 51% seulement. Ça veut dire qu'il y avait 49% de Français qui ont voté contre. Mais pourtant, aujourd'hui, ils sont dans le Schengen, ils sont dans l'euro. Donc, quand on veut être démocrate, il faut l'être réellement, il ne faut pas l'être à moitié. C'est-à-dire que vous voulez faire quelque chose. Vous avez établi des règles. Les règles que nous avons la Constitution. Nous avons le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Gabi, nous avons d'autres tests. Tant que les tests sont respectés, vous êtes dans la démocratie. Et quand vous l'êtes, si vous n'en voulez pas, parce qu'il peut arriver que vous n'en voulez pas, et vous avez raison, c'est de travailler toujours à partir des mêmes tests pour renverser un peu les choses. Et donc aujourd'hui, nous avons voté un code dont la constitutionnalité a été établie. Le président l'a promulgué. On ne l'a même pas encore appliqué. Ça ne sert à rien de jouer à ce que quitter la moi j'arrive. C'est pas ça la démocratie. Parce que tant que la démocratie est conçue comme ça, nous n'y sommes pas. Il faut être en mesure de ce que, dès que vous vous donnez des tests, la preuve, je vais vous dire, parce que ceux qui parlent du code oublient que juste une semaine avant qu'on ne vote ce code, il y a une révision de la Constitution qui a été portée par la mouvance présidentielle, mais qui a été rejetée. À partir des mêmes tests que nous avons à l'Assemblée nationale, à partir des mêmes tests qui régissent le pays. Mais les mouvanciers, pourquoi ils n'ont pas crié, pourquoi on n'a pas révisé, Donc, il faut que même les gens de la presse nous aident à faire comprendre aux uns aux autres. Et quand je dis ces choses, moi je ne vois personne. Je ne vois aucune structure, je ne vois aucun bord. Je ne vois que le pays. Il faut que les hommes de la presse, il faut que les gens, autant que nous sommes dans le pays, et de la société. Il faut que la société civile, qu'on apprenne à nous faire comprendre la nécessité pour chacun d'entre nous d'appliquer nos tests. Et je vais vous donner un exemple. Quand Hillary Clinton avait perdu les élections face à M. Trump, mais tout était presque établi que c'est Hillary Clinton qui serait élue. Mais à l'arrivée, Hillary Clinton n'a pas été élue. C'est Trump qui a été élu.
Mais qu'est-ce que les autres ont fait? Parce qu'une fois que la Cour suprême a proclamé les résultats, parce que c'est le rempart, le dernier, dans leur pays, eh bien les autres sont allés travailler pour le dégager de là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Trump, pour lui aussi, même malgré la résistance qui finalement est partie, travaille à revenir. C'est ça la démocratie. Donc aujourd'hui, dans notre pays, nous avons voté un code que les uns peuvent ne pas aimer, que les gens peuvent trouver irrédit. Il n'y a que l'œuvre humaine, l'œuvre de Dieu qui est parfaite, aucune œuvre humaine n'est pas faite. Mais on n'a même pas encore appliqué pour être en mesure de dire tout ce que nous disons là. Au demeurant, comme vous le savez au niveau de la mouvance présidentielle, il y a une certaine sagesse qui nous habite, puisque nous sommes conscients de ce que c'est dans la sagesse, dans la fraternité, dans la solidarité que nous pouvons améliorer notre vivre ensemble. Nous en appelons à ce que les lois et règlements de notre pays soient notre bréviaire, soit ce que nous appliquons rigoureusement. C'est à ce seul prix que nous pouvons nous prévaloir d'un pays démocratique. Un pays n'est pas démocratique que quand les choses passent, des lois, les différents carrefours. Des lois dont on dit qu'elles sont taillées sur mesure quoi qu'il en soit, c'est le président, pour favoriser un camp. C'est le président Robert Dossou, que je respecte beaucoup, qui a dit ceci. Quand vous êtes là où on veut établir une loi, s'il y a une virgule qui vous arrange, vous allez chercher à mettre dedans. Et c'est humain. Moi, je n'aime pas que ce que vous êtes prêt à accepter, vous l'en refusez à l'autre. Je souhaite que les journalistes puissent prendre ces choses-là au sérieux pour rappeler chacun à l'ordre, de la mouvance comme de l'opposition. Dès que le texte est établi, nous avons le devoir de le respecter. Et un texte qui est établi et qu'un homme politique, celui de la société civile ou homme de presse, le conteste et ne prend pas le chemin, le parcours démocratique pour le faire, mais c'est une sorte d'appel. Qu'appelez-vous chemin démocratique? Chemin démocratique, c'est que, voilà, comme le code est là, s'il faut le réviser, c'est qu'il faut revenir à l'Assemblée nationale. Et Dieu merci, il y a une opposition qui est à l'Assemblée nationale. Et il peut y avoir des propositions de loi. Si la proposition de loi arrive et puis elle est... Mais puisque vous êtes majoritaire. Attention, on est majorité, pourtant la révision de la Constitution n'est pas passée. Pourquoi on oublie beaucoup vite dans le pays? On n'est pas en train de construire le pays. On n'est pas un pays démocratique. On n'est pas démocrate que quand on ne cherche que des victoires pour soi. C'est même une très mauvaise chose. C'est même une très mauvaise chose. Quand la révision n'est pas passée, vous pensez que nous, c'est du yaourt qu'on a bu ce jour-là? Vous pensez que c'est un café très rapide qu'on allait boire, qu'on a sablé du champagne? Non, on a perdu. Si l'objectif principal était le vote, si l'objectif principal était l'adoption du code électoral, c'est normal que vous... On n'a pas autant du temps à perdre dans l'exercice d'un pouvoir. Tous ceux qui ont pensé ainsi, il faut qu'ils se ravisent. Il n'y a pas autant de temps. Il y a tellement de choses à faire que de penser à des promenades politiques. Ici, ce que je vous dis, il y a une révision qui a été voulue, qui a été portée par des députés, qui n'a pas marché. Et chacun en a pris hâte. Et parce que c'est ça que disent les textes. Maintenant, quand l'autre passe, mais vous aussi vous prenez hâte. Même, excusez-moi, même si ça ne vous plaît pas trop, maintenant, vous vous mettez au travail. Vous vous mettez à des jeux politiques. Vous vous mettez des jeux politiques sérieux. Sains, si vous voulez. Vous travaillez et s'il y a des propositions, vous en faites. Si ça marche, si ça passe, ça devient une loi aussi pour nous tous. Mais il n'y a pas à jouer à une sorte d'appel à l'insurrection. Parce que dans l'insurrection, écoutez, chacun aura quelque chose à perdre. Et ce qui est dommage, parce que celui qui n'a pas d'enfant qui appelle à la guerre, combien de ces enfants vont à cette guerre-là? Celui qui n'a pas d'enfant qui appelle à la guerre, combien de ces enfants vont en guerre? Donc, il ira lui-même peut-être. Donc, c'est pour vous dire ceci. Il faut que nous apprenions dans notre pays, une fois qu'une loi est votée. Avant le vote d'une loi, chacun peut jouer à tout ce qu'il veut. Mais dès que la loi est votée, si elle n'est pas votée, chacun prend acte. Il faut appeler chacun à ça. Mais si elle est votée aussi, il faut appeler à respecter ça. Et c'est parce que c'est dans ce respect que chacun de nous... Même si elle est injuste, même si elle ne sert pas, même si elle ne favorise pas. Quoi qu'il en soit, vous nous ôtez notre droit de contester quelque chose qui ne nous agrée pas, c'est ça? Vous pouvez dire... On peut dire. Comme je le vous dis, dans toute loi, dans tout ce qui appelle à un vote, il y a forcément des gens qui sont contents qui ne le sont pas.
à coup sûr. Vous vous rappelez ici, le président de l'Assemblée nationale, Alain Ouédi, pour la troisième fois qu'il se faisait élire président de l'Assemblée, il a été élu à une voix près. Qu'est-ce que vous voulez que Komi Kuche lui fasse à l'époque? C'est comme ça, la démocratie. Et donc, une fois, quand vous prenez la loi sur le pass en France, c'est voté à 51%. Mais quand vous prenez 49% d'une population, mais c'est beaucoup. Mais pourtant, c'est la loi qui vaut aujourd'hui dans le pays. Donc, dès que la loi est votée, il faut appeler tout le monde à ça. Et il faut épargner personne, y compris l'Église, l'Union islamique ou je n'en sais pas, quelque chose là. Il faut appeler tout le monde à l'ordre, à ce que dès qu'une loi est votée, il ne reste qu'une seule chose, son respect. Mokaram Badarou, nous sommes au terme de cette émission. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Votre mot de fin. Je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je suis très heureux de répondre à votre invitation et j'encourage Reporter Monde à continuer ce qu'il fait dans l'animation de la vie politique et la liberté de presse de notre pays. Et je dirais simplement pour terminer sur ce que je disais tantôt, que chacun d'entre nous, de l'opposition comme de la mouvance, de la société civile comme citoyen lambda, si nous voulons continuer à nous faire appeler comme pays démocratique, de savoir appliquer les lois que nous nous donnons librement. Et si nous voulons les changer, nous prenons les parcours qu'il faut, puisque tout est prévu pour y arriver. Deuxième chose, je voudrais insister sur la nécessité du rétablissement des valeurs morales et sociales dans notre pays. Nos valeurs s'érodent et beaucoup des problèmes et difficultés que nous avons tournent autour de ces valeurs qui commencent par ne pas être. Nous avons fait tout à l'heure l'observation de difficultés d'avoir de remparts dans notre pays. Tout ceci, c'est le fait de cette érosion d'un certain nombre de valeurs. Donc j'en appelle à l'Église, à toutes les confessions religieuses, islamiques, protestantes, autant que vous voulez, aux hommes de presse que vous êtes, aux hommes politiques, autant que nous sommes dans notre pays, de travailler à la restauration des valeurs morales et sociales et citoyennes, à ce prix, et à ce prix seulement, que nous arriverons vraiment à faire préserver notre vivre ensemble et à même l'améliorer, parce que le pays, nous l'avons en héritage de nos parents et de nos grands-parents qui n'ont pas croisé les bras, qui se sont battus pour que nous soyons là aujourd'hui, afin que nous puissions être en mesure de les léguer à nos enfants et en mieux quitte à eux de continuer l'œuvre. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Mokaram Badarou, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.